Nós voltamos com o nosso convidado de hoje, aqui no Roda Viva, que é o nosso entrevistado, sociólogo, filósofo e antropólogo francês Edgar Morin. Ele também é presidente da Agência Europeia para a Cultura, junto à Unesco, em Paris, e presidente da Associação para o Pensamento Complexo. Dr. Morin, ainda no capítulo das provocações ao senhor, e sabendo que o senhor, na sua juventude, foi parte e fez parte do Partido Comunista Francês, e vivendo agora numa época de pós-industrial, eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é a utopia que vai substituir o socialismo. Na opinião do senhor, o socialismo morreu com a queda do Muro de Berlim ou são coisas absolutamente dissociáveis uma da outra? Bien. Bon, tout d'abord, il faut penser que le mot socialisme a recouvert des marchandises extrêmement différentes. On a appelé socialisme le régime de l'Union soviétique ou de la Chine maoïste. On appelle socialiste le Parti social-démocrate allemand ou le Parti socialiste français. Vous savez qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre eux, sinon évidemment des pères fondateurs communs qui ont été Marx. Mais on peut penser aussi que le marxisme de l'Union soviétique n'avait pas grand-chose à voir avec la pensée de Karl Marx. Bon. Alors le mot socialisme importe pas beaucoup. Ce que l'on peut dire, c'est que la formule dite socialiste de l'Union soviétique, je crois, est morte. Elle ne pourra pas ressusciter telle qu'elle. Et le socialisme des pays occidentaux, c'est un socialisme qui a beaucoup vieilli et qui a un peu épuisé sa fécondité. Sa fécondité, c'était ce qu'on a appelé le welfare state, c'est-à-dire un État avec beaucoup d'assurance et des garanties pour les travailleurs. Alors, cela étant dit, je ne sais pas si le mot va recouvrir autre chose, mais vous avez raison de dire qu'on ne peut pas vivre sans avoir des finalités. Alors, le mot utopie. Alors là, moi, je considère qu'il y a deux utopies. Ce que je vais appeler la bonne et la mauvaise utopie. Qu'est-ce que c'est que la mauvaise utopie? C'est l'utopie qui promet un monde parfait, un monde où tout le monde est réconcilié, un monde où il n'y a plus de conflits, un monde d'harmonie. Or, ce monde est impossible et la volonté de le réaliser est atroce. Dans le fond, le système stalinien a voulu supprimer les différences, il n'a rien réussi à supprimer. D'ailleurs, ce que me disait un ami russe, il me disait, chez nous, on a réalisé l'utopie du socialisme de caserne. Bon. La mauvaise utopie, c'est l'idée de perfection. Il n'y a pas de perfection sur Terre. Mais, s'il n'y a pas de meilleur des mondes, comme on le disait Huxley, de monde parfait, on peut quand même espérer pour un monde meilleur. Alors, il y a des bonnes utopies. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne utopie? C'est une utopie qui dit que quelque chose peut se réaliser, mais actuellement qui semble impossible. Par exemple, la paix sur la Terre. À mon avis, c'est une chose tout à fait possible. Nous avons les moyens techniques, matériels de réaliser la paix sur la Terre. Seulement, nous voyons les conflits se multiplier. Autrement dit, nous n'avons pas pu dépasser ces conflits. Mais de même que des pays comme la France, qui étaient livrés à des guerres entre féodaux, ont pu dépasser les conflits féodaux dans une unité de la nation, de même, le monde pourrait dépasser. Bon, l'utopie, c'est un monde sans famine. C'est une bonne utopie, parce que nous avons les moyens techniques de produire assez de nourriture pour tous. Un monde où on tente à réduire les inégalités, mais bien entendu, c'est une bonne utopie. La chose est faisable. Ce qui nous manque pour ces utopies, c'est effectivement l'état de développement de la conscience, de la pensée, qui permet de réaliser. C'est qu'il y a des forces extrêmement négatives. Quand on donne, par exemple, une aide alimentaire à un pays où subit la famine, cette aide alimentaire, elle est détournée par des corruptions, des bureaucraties. Donc, si vous voulez, le grand problème qui reste, comment se fait-il que nous ne pouvons pas réaliser ce qu'a très bien synthétisé la devise de la République française? Liberté, égalité, fraternité. Alors tout d'abord, il faut comprendre que cette devise, elle est complexe. Parce que si vous avez la liberté seule, elle tue l'égalité, et puis elle ne donne pas la fraternité. Si vous imposez l'égalité, vous tuez la liberté, et vous ne donnez pas la fraternité. La fraternité, elle doit venir
des citoyens, elle doit venir des individus, mais il faut trouver un moyen de lier l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Il y a des périodes où c'est la fraternité qui est le plus important, c'est-à-dire aujourd'hui. Et la fraternité peut diminuer l'inégalité. Bon, mais là où manque la liberté, évidemment, il faut établir la liberté. Donc, vous savez, tout ceci est, je le répète, complexe. Vous ne pouvez pas réaliser tout ça en même temps. Mais il y a des possibilités d'avenir, mais ces possibilités, elles ne sont pas acquises. Nous n'avons plus cette idée que le progrès était inévitable et nécessaire. Et nous savons que s'il y a progrès, il sera l'œuvre de la volonté des êtres humains, de leur conscience, et surtout que tout progrès doit être régénéré. Il n'y a aucun progrès acquis. Par exemple, en Europe, à la fin du XIXe siècle, la torture était abolie. Dans la même Europe, un siècle plus tard, vous avez eu la torture en Allemagne, vous avez eu la torture en Union soviétique, vous avez eu la torture que les Français ont faite en Algérie. Donc, si vous voulez, aucun progrès n'est irréversible. Il faut régénérer. Je reviens sur cette parole clé, si vous voulez, par qui m'a pensé. Tout ce qui ne se régénère pas est condamné. Professor Edgar, por favor. Bom, Edgar, eu vou continuar nesse terreno da utopia. Bom, em 68, você publicou com dois grandes amigos seus, Cornelius Castoriadis, infelizmente morto, e Claude Lefort, um livro chamado Maio 68, A Brecha, que foi lido por muitos de nós aqui no Brasil como uma forma de resistência à ditadura militar que estava aqui instalada, que se instalou no país entre 64 e 79. Bom, essa ideia de brecha que você dizia tão claramente nesse livro, ela continua viva do seu pensamento, eu suponho isso. Será que por isso que você aceitou esse desafio que o governo francês te propôs de repensar a educação do futuro e colocar à disposição de uma edição brasileira, inclusive, já esses 7 saberes para a educação do futuro? Ou seja, que seria pela educação do futuro que essa brecha poderia se explicitar no sentido de juntar de uma vez por todas a réforme du pensamento com a réforme da démocratie? Oui. Je dois dire que cette idée de brèche nous montrait, mes amis et moi, que cette société qui semblait tellement sûre d'elle-même, tellement faite pour durer, qu'il y avait quelque chose qui était miné. C'est comme une brèche qui est sous la ligne de flottaison d'un bateau de guerre. Et je pense que notre société a beaucoup de brèches. Mais ce qui m'importait aussi, ce qui était important, c'est l'idée de la non-acceptation, c'est-à-dire l'idée que des aspirations portées par les adolescents pouvaient s'exprimer. Alors, moi, je crois ceci. Moi, dans le fond, j'ai toujours lié espérance à résistance. Quand j'ai fait donc de la résistance contre le nazisme, il y avait aussi quand même une espérance d'en sortir, même si elle était peu probable. Après, parce que moi j'étais un communiste de guerre, parce que je suis devenu communiste, je croyais qu'il n'y avait que 2 forces au monde, le fascisme et le communisme. Mais après, quand j'ai compris mon erreur, et j'ai été résistant au communisme stalinien, et j'étais très heureux de cet effondrement de l'Empire qui coïncide avec le mur de Berlin. Mais aujourd'hui, il y a une autre résistance plus difficile, plus obscure à faire, c'est contre les 2 barbaries qui se sont unies. La barbarie qui vient du fond des âges, meurtre, massacre, haine, mépris, qui déferle partout, et puis la barbarie froide, glacée, technique qu'a produit notre civilisation. Donc, nous sommes condamnés à résister. Mais, pour en venir à l'éducation, moi j'étais de plus en plus frappé par la nécessité d'une réforme de pensée. Parce que, par rapport à la pensée que l'on nous enseigne, qui nous apprend à séparer les choses, il faut une pensée qui sache relier. Il ne suffit pas de dire il faut relier, il faut créer les outils conceptuels, les méthodes, et c'est ce que j'ai voulu faire dans mes livres sur la méthode. Bon. Une fois que je savais qu'il fallait réformer la pensée, j'ai pensé automatiquement qu'il fallait réformer l'enseignement. Et c'est là où le destin est intervenu, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation, Claude Allègre,
me propose de présider un comité scientifique pour une chose plus modeste, qui est de réviser le contenu de l'enseignement dans les lycées. J'ai fait ce travail sans illusion. Il n'a eu aucun résultat concret. Mais pour moi, il a été très productif. Parce que mes idées, j'ai pu les organiser une première fois dans un livre. Ce livre, La tête bien faite, en réalité, c'est le développement du rapport que j'ai envoyé au ministre. Mais surtout, par la suite, grâce à l'UNESCO, j'ai encore mieux compris ce qu'on pouvait faire, et c'est les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Alors, l'éducation doit jouer un rôle important. Mais je sais très bien, parce que comme je suis passé par Karl Marx a dit « Qui éduquera les éducateurs ?» Il est évident que les éducateurs doivent être éduqués par la vie qu'ils mènent, par la société, par leurs élèves et par eux-mêmes. Ils doivent s'auto-rééduquer. Il faut créer des expériences pilotes, des lycées pilotes, des universités pilotes. Bref, moi je donne les finalités que je crois nécessaires, parce que dans les 7 savoirs, c'est les 7 points noirs, les 7 trous noirs qui sont absolument indispensables à connaître et que notre enseignement ne donne pas. Alors, bien entendu, puisque maintenant ce programme est diffusé internationalement grâce à l'UNESCO, dans différentes langues, il y aura des brèches. Il y aura des brèches. Il y a déjà des pays, au Portugal, en Colombie, où les instances ministérielles sont intéressées et veulent. Et c'est grâce à ces brèches, peut-être, que nous pourrons mener une course de vitesse contre les forces d'aveuglement qui, malheureusement, dominent encore, à mon avis. Humberto, por favor. Você sempre destaca a complexidade e a diversidade daqui do Brasil. E acredito que tem motivos para isso. Mas a gente sabe também que, no momento, a globalização neoliberal, ou mundialização, como se chama na França, está promovendo uma uniformização da mente coletiva, que tem sido chamado de McDonaldização da sociedade. Isso, evidentemente, corresponde a uma tentativa de abolir as diferenças e é uma forma de autoritarismo. Tem sido chamada também, de novo, autoritarismo. Numa sociedade tão diversificada e tão grande quanto a brasileira, até que ponto você acha que esta McDonaldização, vamos chamar assim, vai ser bem sucedida? Ou mal sucedida, né? Non, moi je crois que la McDonaldisation, dans le sens littéral, n'est-ce pas, de la nourriture, ne réussira pas. Bien entendu, on voit très bien, je vois l'exemple de la France, il y a des McDonald's partout, des enfants adorent y aller, pas seulement des enfants, mais il y a aussi quand même non seulement la diversité de la gastronomie française, mais aussi il y a de plus en plus des cafés où l'on prend des vins de qualité, il y a le retour à la connaissance des vins de qualité, des produits de qualité, il y a les progrès de l'agriculture biologique, donc des nourritures biologiques. Il y a une lutte, si vous voulez, entre les forces d'homogénéisation et la résistance qui vient. Et du point de vue de la nourriture, au Brésil, je pense qu'un des aspects aussi positifs, c'est cette diversité de cuisines très intéressante qui se trouve, pas seulement des cuisines très régionales, les cuisines de Minas Gerais, que j'adore, bien qu'elles soient un peu lourdes, mais enfin, qui me plaisent beaucoup, des cuisines maritimes avec la base de fruits de mer, et puis des cuisines venues de l'extérieur, la cuisine japonaise, qui est entrée dans la cuisine brésilienne. Non, mais plus grandement, vous savez, un courant excessif suscite des contre-courants. La question, c'est de savoir si les contre-courants seront assez forts pour empêcher ce courant excessif et le contrôler. C'est ça l'enjeu du futur. Je crois qu'il faut avoir une idée complexe je dirais, du monde, ou même, je dirais, de l'unité humaine. Quand on pense à ce qui est humain, il faut voir à la fois l'unité et la diversité. Nous sommes des êtres qui avons quelque chose tous commun, cérébralement, génétiquement, sentimentalement,
Et puis il y a une grande diversité d'individus, une grande diversité de cultures. Et toujours la richesse, la diversité, ça a été la richesse d'une société et la richesse de l'humanité. C'est cette diversité. Toute destruction de la diversité est une chose extrêmement grave. Mais il faut dire aussi que de nouvelles diversités naissent dans le métissage. Le métissage, ce n'est pas du tout l'homogénéisation. C'est une forme créatrice nouvelle, aussi bien dans les arts. Aujourd'hui, vous avez dans la world music des métissages qui peuvent être très beaux et d'autres qui peuvent être ratés. Donc, le vrai problème, c'est ce qui homogénéise, c'est ce qui mécanise, c'est ce qui rend abstrait, c'est ce qui chronométrise. Et c'est tout ce qui brime, dans le fond, des êtres humains. Alors, ce qui se passe, je crois, c'est que, sur le plan économique, il y a eu pendant un temps l'illusion qu'il y avait une alternative. Il y avait l'économie capitaliste et le marché, le libéralisme économique, et de l'autre côté, il y avait une économie qu'on disait socialiste. Or, ce type d'économie qui était bureaucratique et qui était autoritaire, elle a montré ses incapacités et finalement, elle s'est auto-détruite. Malheureusement pour la Russie, c'est qu'on a mis à la place aussitôt les Chicago Boys, n'est-ce pas, qui ont cru donner les recettes de liberté économique et qui n'ont pas créé le marché. Ils ont développé la mafia. Hein? Parce qu'un marché, c'est la concurrence. Un marché doit avoir des règles, des lois, des juristes. Or, il ne suffit pas de laisser la liberté. Il faut avoir des règles. Qu'est-ce qui manque au marché international? Ce sont ces règles. Il nous faut créer les règles pour le marché international. Alors, malheureusement, il n'existe pas l'autre modèle. Mais c'est ça qui est à faire. C'est la troisième voie. C'est le développement d'une économie plurielle, où il y aurait le rôle du marché, bien entendu, mais où le marché international serait contrôlé, mais où surtout se développeraient dans des pays des formes de développement économique mutualistes, coopératifs, associatifs et autres. Alors évidemment, nous n'en sommes qu'au début. Et c'est pourquoi je crois qu'il est très important que dans les différentes nations se manifestent tous les mouvements de résistance, non pas, je le répète, par la refermeture sur soi, mais la convergence vers l'autre mondialisation. Je veux dire quand même qu'il y a une mondialisation qui a commencé dès les débuts de la conquête de l'Amérique, avec Bartolomé de las Casas, ce prêtre qui disait que les Indiens étaient des êtres humains comme les Espagnols, ce que niaient les théologiens. Elle a continué avec Montaigne, avec la démocratie, avec les droits de l'homme. Et aujourd'hui, elle continue avec cette idée des ONG, la citoyenne planétaire. C'est cette deuxième mondialisation qu'il faut, et qui, elle, permettra de sauvegarder la diversité des cultures. Mais nous sommes au début d'une lutte très difficile, et il faut beaucoup de volonté pour la faire. Gente. Professor, eu gostaria de saber para quem o senhor escreve seus livros. Quem são as pessoas que o senhor gostaria que lessem seus livros e descobrissem o seu pensamento? Bien. Tout d'abord, je peux dire, comme Nietzsche disait, j'écris pour tous et pour personne. C'est-à-dire, il ne savait pas à qui il s'adressait. Bon, je peux ajouter aussi, j'écris pour tous, et j'écris aussi pour moi-même. C'est-à-dire pour mieux préciser mes pensées, pour mieux, pour mieux développer mes pensées. Mais j'ajouterai quand même ceci qui est plus important. Moi, je me rends compte que mes livres touchent ceux qui déjà avaient en eux-mêmes la virtualité de penser ce que je pense. Autrement dit, je ne touche pas des spécialistes, ou plutôt il y a des gens que je touche qui sont des littéraires, d'autres qui sont des scientifiques, d'autres qui sont des gens des gens purement et simplement cultivés. Malheureusement, mes livres ont une diffusion réduite. Vous savez, un livre, la diffusion des idées à travers les livres ressemble à la diffusion des graines à partir d'un arbre. Le vent les emporte, et on ne sait pas où les graines vont pousser. Mais là où elles poussent bien, c'est quand, je dis, il y a des personnes qui sentent que j'exprime les vérités qu'ils portaient en elles. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce que moi-même,
dans le fond, j'ai découvert mes vérités à travers des écrivains. Et donc, je souhaiterais que ces personnes qui sont de tous âges, de tous sexes, de tout pays, que ces personnes, évidemment, soient vraiment touchées et que cette sorte de communauté s'instaure. Moi, quand j'ai eu des lectrices ou des lecteurs qui m'ont écrit « Grâce à vous, maintenant je peux assumer mes contradictions », alors que je pensais que c'était très mauvais d'avoir des contradictions, je suis très content. Donc, si vous voulez, je m'adresse à tous, mais je sais que beaucoup de ceux à qui je m'adresse seront fermés à mes idées, parce que peut-être ils subissent les normes culturelles dominantes. Danilo. Professor, o senhor tem dado mostras frequentes de certo fascínio pelo Brasil, pela mistura brasileira, pelas características, pela diversidade, enfim, pela nossa multiculturalidade, de uma maneira bastante intensa. Mas, numa entrevista recente, o senhor menciona que isso é considerado realmente, mas, de alguma forma, tem um pequeno problema que seria um certo complexo de inferioridade cultural que o senhor observa no país. A que o senhor atribui, como o senhor analisa, quais são as fontes, que tipo, digamos assim, de dados o senhor mencionaria a propósito disso e quais seriam assim as condições necessárias para a superação disso? Je crois que pendant longtemps, les élites culturelles du Brésil se nourrissaient culturellement d'abord de la culture française, puis après de la culture anglo-saxonne, ou bien connaissaient la littérature européenne et les choses européennes. Et peut-être que, en tant que représentant d'un pays nouveau, ils sous-estimaient leurs propres capacités. Je crois qu'à la source, il y a ça. Et ce trait, je l'avais vérifié aussi en Argentine, qui est aussi un pays très, très civilisé comme le Brésil. Pendant longtemps, ils pensaient que, d'abord, les écrivains argentins qui ont été reconnus, c'est ceux qui ont été reconnus par Paris. Il y avait une édition qui était faite chez Gallimard par Roger Caillois, qui vivait en Argentine, il a traduit Borges. Alors à ce moment-là, Borges est devenu reconnu. Et je pense qu'au Brésil, pendant un temps, Jorge Amado a été traduit en France. Alors, il fallait passer par l'intermédiaire d'un pays européen, d'une reconnaissance européenne. Et je pense que c'est ce syndrome qui a marqué beaucoup de cultures latino-américaines et qui, de plus, est absolument injustifié. Parce qu'il y a une créativité nouvelle dans le mélange de réalisme et d'imaginaire qui se trouve dans ces littératures. Il y a une beauté de la poésie, il y a une efflorescence des arts. Alors donc, je pense qu'il faut que, vous savez, c'est d'avoir confiance en soi, ne pas être vaniteux ni orgueilleux, mais de perdre ce syndrome d'infériorité qui n'a aucune justification. Professora, por favor, a pergunta da senhora. A pergunta é uma questão que se liga mais ou menos à resposta dada para Edgar. A sua atração recente pela educação e principalmente a literatura. Quer dizer, dentro de uma obra onde a pesquisa se desenvolveu basicamente na área das ciências exatas e humanas, biologia, cosmologia, recentemente a sua atenção tem se voltado para a literatura. Inclusive, há um livro recente seu, que é Sabedoria, ligada à poesia e amor. Quer dizer, qual o papel, então, que está agora desempenhando a littérature no seu pensamento? Oui. Vous savez, c'est avec le temps que je me suis rendu compte de ce que je savais déjà, mais qui était recouvert dans mon esprit. C'est que la littérature est une école de vie, une école de la compréhension humaine, et je dirais aussi l'école de la complexité humaine. Le roman
Et à mon avis, il faut voir le grand roman historique du siècle passé, mais aussi les grands romans de notre époque. Bon, ils ont cette supériorité sur les sciences humaines, c'est qu'ils nous montrent des êtres qui sont des sujets qui sentent, qui pensent, qui vivent. Alors que dans les sciences humaines, vous détruisez le sujet humain, l'individualité. Vous voyez des individus dans leur milieu, dans leur ambiance. Vous les voyez parfois dans l'histoire, comme dans Guerre et paix de Tolstoï. Et donc vous avez une connaissance du monde. Et vous apprenez que ces êtres sont complexes, parce qu'ils ont plusieurs aspects. Et c'est le grand apport peut-être de Dostoïevski d'avoir montré la complexité de l'âme humaine. Et c'est Proust aussi qui a montré qu'on pouvait avoir cette phrase de Proust qui croit pendant 5 ans aimer et adorer une femme, et au bout de 5 ans, il se rend compte qu'elle ne lui plaisait pas et que ce n'était pas son type. Bon, vous savez, et je pense que la poésie, c'est une école pour la qualité poétique de la vie, qui me semble cette chose tellement importante. Et puis, école de la compréhension. Parce que quand nous lisons dans les journaux des faits divers, quand nous lisons des faits criminels, bon, pour nous, les criminels sont des criminels. Nous les rejetons. Mais quand nous voyons ces personnages dans les romans, nous voyons Raskolnikov de Dostoïevski, nous nous rendons compte que c'est quelque chose de complexe et que cet individu, lui, finalement, il peut se racheter s'il trouve les personnes qui l'aident à se racheter. Donc, moi, je trouve que école de la compréhension, école de la vie, c'est quelque chose de très important et allié aux autres, allié à ce qu'on appelle les sciences humaines. Mais on ne peut pas faire... Et à mon avis, c'est une erreur de réduire la littérature uniquement à des structures narratives, à de la sémiologie, à des techniques. Il y a maintenant dans des lycées français, on n'enseigne même pas ce qu'il y a dans une œuvre, on prend un passage, on le découpe en morceaux, et on fait comme une radiographie, on montre le squelette, on ne montre pas la chair. Donc, il faut réhabiliter la littérature. Et il faut, je pense, moi, cesser à ce conflit en disant éducation littéraire contre l'éducation scientifique ou éducation scientifique contre. L'un est nécessaire à l'autre. Et puis, et je redécouvre, peut-être que c'est ça aussi, vous savez, on revient aux amours de sa jeunesse. Je relis des romans que j'ai aimés quand j'étais adolescent, et j'y redécouvre des vertus toujours nouvelles. Et le plaisir de la relecture est une des plus belles joies aussi de la vie, et je pense que tous devraient pouvoir jouir de ce plaisir. Muito contente com essa sua nova via. Monsieur Morand, merci beaucoup. Nós estamos chegando então aqui ao fim do programa Roda Viva. Queremos agradecer, portanto, ao professor Morand pela sua entrevista, àqueles que participaram conosco aqui na nossa bancada, e dizer que o Roda Viva volta na próxima semana, na próxima segunda-feira, a partir das 10h30 da noite. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Uma boa semana e boa noite. Obrigado.